Le 8 mai 1679, 4 soldats raquettent et violent Péronne Gauguillon. 2 jours plus tard, son mari porte plainte. L'un des soldats allume un contre-feu en accusant Péronne Gauguillon de sorcellerie. Elle est ensuite emprisonnée et soumise à une procédure judiciaire impliquant la recherche de la marque du diable, censée prouver qu'un pacte a été scellé avec ce dernier. N'importe quelle irrégularité dermatologique pouvait être identifiée comme la marque du diable, y compris une tache de naissance ou une verrue. Mais il pouvait également s'agir d'une zone invisible dont la détection impliquait le recours à une expertise. L'examen consistait à en 10 à 15 cm de long dans tout le corps de l'accusé, à la recherche d'une zone où la sonde ne provoquait pas de cris de douleur ou de saignement. Vraisemblablement dupée par une promesse de clémence en cas d'aveu, Péronne Gauguillon finit par confesser une partie des crimes dont elle est accusée. Elle est condamnée au bûcher. 3 semaines, jour pour jour, après le viol collectif dont elle a été victime, elle est brûlée sur la place publique. Enfin, à demi, le reste de son corps étant destiné à être exposé sur une roue, pour l'exemple. Avant son exécution, elle avait dénoncé 7 autres personnes, dont sa cousine, qui sera elle aussi brûlée vive, non sans avoir à son tour été poussée à dénoncer d'autres personnes, dont une villageoise du nom de Jeanne Bachy. Sûre de son innocence et d'une justice qui, pour laïque, s'exerçait au nom d'un Dieu omniscient, juste et bon, Jeanne Bachy se présente d'elle-même devant le tribunal. Elle va jusqu'à tourner les accusations en dérision. « Eh bien, si je suis sorcière, que Dieu permette que j'en eusse connaissance, au moins. » Elle est ensuite dénudée, intégralement rasée, et lardée d'aiguilles jusque dans ses parties les plus intimes, devant une assemblée d'hommes d'État. Le bourreau ne détecte aucune marque insensible, ce qui avait suffi à innocenter son frère, lui aussi suspecté de sorcellerie. Mais Jeanne est une femme, alors son calvaire ne s'arrête pas là. Au fur et à mesure que les sévices et les témoignages à charge s'accumulent, la conscience de Jeanne en la vérité, sa conscience d'elle-même commence à vaciller. Elle commence par admettre s'être aperçue depuis qu'elle a été rasée qu'elle avait peur d'être sorcière. Elle demande ensuite pardon à l'un de ses détracteurs si elle lui a causé du tort sans le vouloir, et finit par dire des crimes dont on l'accuse qu'il y a apparence que ça ait été elle. De cette femme arrivée au tribunal sûre d'être dans son bon droit, car parée de sa bonne foi, ne subsiste plus qu'un pantin en loques, la conscience disloquée, une innocente convaincue de sa culpabilité lorsqu'elle est jetée au bûcher. Cette histoire est celle des dernières femmes brûlées vives pour sorcellerie démoniaque en France. 80% des accusés et 85% des dizaines de milliers de personnes exécutées pour ce motif en Europe ont été des femmes. Dans 2 villages du Saint-Empire romain germanique, cette politique d'extermination a été si extrême que seule une femme de chaque en a réchappé. Cette histoire, c'est aussi la nôtre. Car cette vaste entreprise génocidaire, qu'on a coutume d'appeler pudiquement chasse aux sorcières, maquillant ainsi la réalité d'un crime de masse avec les mots de la fiction, a été au cœur de la modernité politique européenne, et tout particulièrement de la construction de l'État. En effet, contrairement à ce que l'on croit souvent, la plupart des procès ont été menés par des juridictions séculières. Ces magistrats ont fait preuve d'un zèle tel qu'il a pu en choquer certains inquisiteurs. C'est dire. De même, cette politique de la terreur n'a pas connu son apogée au Moyen-Âge, mais pendant la bien mal nommée Renaissance. Cette période fut celle de la montée en puissance de la rationalité scientifique. La nature est désacralisée, réduite au rang de ressources à exploiter, au même titre que tous les êtres vivants, humains ou non, qui allaient dès lors y être assimilés. Dans ce paradigme explicitement théorisé par ses fondateurs comme la consécration d'un rapport masculin au monde, les seules limites fixées à l'exploitation de ces
ressources deviennent techniques et pas éthiques, quitte à ce que mort s'ensuive. Et la mort s'ensuivit dans des proportions sans précédent. Le temps des bûchers fut aussi celui d'une flambée des pogroms antisémites, de la colonisation et de la traite esclavagiste transatlantique. C'est d'ailleurs la date du débarquement de Christophe Colomb qui est généralement retenue comme marquant le début de la Renaissance. Plus que concomitants, ces événements sont étroitement liés entre eux et à notre présent. Ils constituent le soubassement de ce que Silvia Federici appelle la grande transformation capitaliste. À titre d'exemple, le pic de la chasse aux sorcières en Europe coïncide avec celui du petit âge glaciaire. Les recherches ont démontré que ce refroidissement était aggravé par des facteurs d'origine anthropique, que s'appellerions colonisation. Les colons ont en effet provoqué la mort de 56 millions de personnes autochtones dans les Amériques, ce qui a entraîné l'abandon de vastes parcelles de terres cultivées. La végétation forestière y a rapidement repris ses droits, ce qui a entraîné une chute des taux de CO2 et donc un refroidissement des températures. Les femmes furent alors les boucs émissaires toutes désignées de la paysannerie européenne dévastée par ces bouleversements climatiques. Les Juifs et les Juifs ont également été blâmés pour les tempêtes et autres fléaux. Et tout comme les sorcières, ils étaient soupçonnés de sympathie satanique et accusés de sacrifier des bébés à des fins rituelles. Le mythe du sabbat des sorcières, ce grand rassemblement orgiaque présidé par le diable, s'est profondément nourri de l'antisémitisme. Ça vient du Shabbat. Donc l'antisémitisme était par ailleurs lui aussi tout autant alimenté par la misogynie, par exemple à travers la rumeur des hommes circoncis affligés de saignements menstruels. D'ailleurs, la figure contemporaine de la sorcière au nez crochu se nourrit également d'un imaginaire antisémite. L'histoire de Péronne Gauguillon, Jeanne Bachy et de toutes les femmes dont la torture et l'assassinat ont été légitimés et même célébrés au nom du bien commun a imprimé sa marque du diable dans la chair de nos institutions, de notre rapport au pouvoir, à la violence et à la vérité. Les théories du complot contemporaines en donnent à voir un exemple saisissant et tout particulièrement QAnon, une mouvance complotiste pro-Trump née en 2017 aux États-Unis et qui a essaimé à la faveur de la pandémie de Covid-19. Les partisans de QAnon se posent en pourfendeur d'un état profond, aux mains d'une élite pédocriminelle satanique composée de démocrates et de personnalités majoritairement de gauche. Premier point commun avec la chasse aux sorcières, un contexte de crise. Une crise économique, mais aussi écologique, conséquence du système de prédation du vivant qui est précisément celui qui s'est imposé par la violence à la Renaissance. Crise politique et sociétale aussi, marquée par la défiance envers les détenteurs du pouvoir, tout d'abord institutionnelle mais aussi informelle, y compris intime. Les luttes contre les rapports de domination historiques, incarnés par des mouvements tels que MeToo ou Black Lives Matter, sont vécues comme une crise majeure par de nombreux dominants, notamment du côté des hommes blancs. Ces derniers constituent la base électorale de Donald Trump, sont à l'origine du QAnon, dont se revendiquent la plupart des acteurs de la tentative de coup d'État du 6 janvier 2021 aux États-Unis. Deuxième point commun, le scénario explicatif de la crise. Tout comme les démonologues en leur temps, les adeptes de QAnon attribuent la responsabilité des bouleversements de leur époque à un petit groupe d'individus aussi puissants que malveillants et œuvrant dans le plus grand secret pour faire triompher le mal. La question sexuelle est pareillement au cœur de leur idéologie et tout aussi étroitement liée au pouvoir. Les sorcières n'acquéraient leur pouvoir magique qu'en copulant avec le diable. Les membres de l'état profond s'adonneraient à des rituels sataniques au cours desquels ils violent et tuent des enfants afin de se repaître de leur sang, ou plus précisément d'en extraire l'adénochrome, une molécule auquel les adeptes de QAnon prêtent des vertus rajeunissantes qui leur permettraient de repousser la mort. Le skincare d'enfer des démocrates. Or, cette histoire de consommation d'enfants, ici à la fois littérale et sexuelle, comme source de pouvoir, n'est qu'une réactualisation contemporaine des mythes de la Renaissance selon laquelle les sorcières et les juifs pratiquaient l'infanticide rituel. Ces deux récits manichéens, dont la trame narrative repose sur une lutte sans merci entre le bien et le mal, se ressemblent également dans la distribution sociale des rôles de part et d'autre de cet antagonisme moral.
Les chasseurs de sorcières et les complotistes se posent en soldats du bien, combattant sans relâche les serviteurs du mal, ces êtres sans foi ni loi qui sèment le chaos et la désolation en s'en prenant aux faibles et aux innocents, dont les enfants sont l'incarnation par excellence. La surreprésentation des femmes parmi les persécutés pour sorcellerie n'a rien d'anecdotique. Ainsi que l'a démontré Armelle Lebras-Chopard, le caractère non seulement genré mais aussi éminemment sexuel de la sorcellerie a été explicitement théorisé dans les traités de démonologie. Jean Bodin, adepte de la statistique au doigt accusateur mouillé, estimait le sexe ratio à 1 sorcier pour 50 sorcières. La possibilité que des femmes puissent être naturellement dotées d'un quelconque pouvoir étant inconcevable, eh bien, la théorie du coït démoniaque comme source de leur magie faisait alors consensus. Celles que Luther avait baptisées les putains du diable sont désignées par Jean Bodin comme l'ennemi capital du peuple et de l'État qui en menaçait la souveraineté et qui devait par conséquent être éradiqué par tous les moyens. Or, contrairement à une idée reçue contemporaine, les femmes accusées de sorcellerie n'étaient pas particulièrement puissantes ou rebelles. C'était une majorité de paysannes paupérisées, souvent réduites à la mendicité, de veuves, d'orphelines. Quant aux hommes accusés, ils entretenaient pour la plupart un lien étroit à ces femmes, que ce soit un lien concret à travers des relations interpersonnelles ou sur un plan plus symbolique, en tant que membre d'un groupe subalterne et se faisant déviriliser. Paysans, enfants ou hommes racialisés tels que les chamans samis dans les pays scandinaves ou des peuples autochtones d'Amérique latine, autant d'hommes représentés comme efféminés et surreprésentés parmi les prétendus sorciers. Bref, celles et ceux accusés de nuire aux plus vulnérables étaient les plus vulnérables de leur société. De même, parmi les figures publiques les plus souvent accusées de tirer les ficelles de l'État profond par QAnon, citons Hillary Clinton, Barack Obama, George Soros, Ruth Bader Ginsburg, Kamala Harris, bref, des femmes et des personnes racisées, dont des juifs et juives. Et au-delà de ces personnalités médiatiques, ce sont bien ces groupes-là qui sont pointés du doigt par QAnon et plus largement par l'extrême droite. Comme au temps de la chasse aux sorcières, l'ennemi public numéro 1, celles et ceux accusés d'abuser de leur pouvoir pour nuire aux faibles et aux innocents, notamment en les violant, appartiennent en fait aux groupes structurellement opprimés et statistiquement surexposés aux violences, dont sexuelles. Donc, ce qu'on remarque, c'est que ces récits opèrent un strict renversement de la réalité sociale. Ils intervertissent les rôles d'opprimés et d'oppresseurs, de victimes et d'agresseurs, agissant ainsi comme un écran de fumée au service des intérêts des véritables détenteurs du pouvoir qui, à défaut d'être au service du mal, sont la source de bien des maux. Ce qui m'amène à mon 4e point, les continuités historiques dans notre rapport à la vérité. Selon une étude menée par le MIT en 2018, les fake news circulaient 6 fois plus vite que les vraies infos. Un ratio qui s'est probablement dégradé depuis que Musk en a repris le flambeau. Quant à Trump, il a atteint le vénérable score de 30 573 fake news rien que pendant son premier mandat et vient d'être réélu à la tête de la première puissance mondiale. À ce rythme-là, je pense que d'ici 2028, on a des extraterrestres qui risquent de trébucher sur le bout du nez de Pinocchio. Ou de faire une partie de Molki avec, qui sait. Notre société est aliétophobe. Tout en prétendant la mettre à l'honneur, elle a la vérité en horreur. Tout du moins lorsqu'il est question du type de vérité que, par analogie avec le concept de vérité de fait de Hannah Arendt, j'ai appelé les vérités de méfait. Celles qui portent sur qui fait du mal à qui. Et contrairement à ce que peuvent sous-entendre les théories sur l'ère de la post-vérité, ce rapport tendu, distendu, distordu à la vérité n'a rien d'un phénomène récent. Il était déjà en place à l'époque de la chasse aux sorcières. Thomas Hobbes, qui en fut le contemporain, disait en 1651 « Seule une vérité qui ne s'oppose à aucun intérêt ni à aucun plaisir humain reçoit bon accueil de tous les hommes. Quant aux autres vérités, qu'elles disparaissent, que ce soit sous le linceul du silence, sous le masque du mensonge ou dans les flammes du brasier. » C'est ainsi la révélation du viol qu'elle a subi auprès des institutions qui a valu à Perron-Goudillon de finir sur le bûcher,
au même titre que de nombreuses autres de ses contemporaines, punies d'avoir dit une vérité de méfait, ou qu'elle se soit sue, parfois malgré elle. Les inversions de rôles opprimés-oppresseurs dans le discours préparent le terrain à l'inversion des rôles victimes-agresseurs dans la pratique, y compris institutionnelle, quitte à ce que mort s'en suive. Sans victime, pas de crime, sans crime, pas de coupable. Quant à Jeanne Bachie, elle a appris assez d'éton que ce que les oppresseurs appellent vérité n'a pas grand-chose à voir avec les faits objectifs, mais tout avec leurs intérêts subjectifs, et qu'ils sont prêts à tordre les faits dans tous les sens pour qu'elles s'y conforment, quitte à employer la torture, qui d'ailleurs renvoie étymologiquement à l'action de tordre. Ces hommes appelaient vérité ce que leurs victimes finissaient par dire dans l'espoir d'échapper à leur violence, pour se rendre compte trop tard que cette version des faits ne sauvait que ceux qu'elle arrangeait. L'histoire de Jeanne Bachie illustre aussi ce qu'Isabelle Sorante appelle le complexe de la sorcière, ce soupçon permanent de soi qui, bien que les bûchers se soient éteints depuis longtemps, continue de consumer les femmes à petit feu. Ces doutes qui nous assaillent sans relâche à propos de ce dont nous sommes capables et de ce dont on nous dit coupables. Cette perpétuelle remise en question de ce que nous savons, pourtant, au fond, être vrai ou non. Et si ce rapport perverti a si bien résisté à l'épreuve du temps, c'est parce qu'il s'enracine dans une institution qui a, elle aussi, traversé les époques. C'est dans la famille patriarcale, et tout particulièrement dans les familles incestueuses, que nous apprenons à nos dépens, à notre corps défendant, mais pas défendu, d'enfants que ceux qui ont le pouvoir ont aussi, du moins prennent, le droit d'en abuser, et qu'il nous est défendu d'en dire, d'en penser même, quoi que ce soit. Cette institution que Dorothée Ducy nomme le berceau des dominations est le creuset historique, sociologique et psychologique de notre peur de dire, d'un côté, d'entendre de l'autre, la vérité sur ce que ceux qui ont le pouvoir en font. C'est la matrice de notre conviction qu'on ne peut les en empêcher et qu'il ne nous reste qu'à nous en accommoder, bon gré, mal gré. Il s'agit d'une pédagogie fondatrice qui transcende la frontière publique-privée. C'est ainsi que des hommes comme Trump, Bolsonaro ou encore Milei, menteurs patentés qui se vantent des violences qu'ils ont commises dans le privé et de celles qu'ils aspirent à commettre au nom et au moyen de la puissance publique, rencontrent un tel succès électoral ces dernières années. Ils ne sont pas élus malgré leurs éruptions de violence et leurs éructations de mensonges, mais grâce à elles. Trump a par exemple vu bondir sa cote de popularité et ses soutiens financiers dans les heures suivant chacun des scandales qui a émaillé sa dernière campagne électorale. Parce que c'est par ce type d'homme que beaucoup d'entre nous avons appris dès le berceau à être gouvernés. Dans la cellule familiale, nous apprenons à les craindre, à les aimer et à les admirer tout à la fois. Nous avons été éduqués à trouver la place qu'ils occupent et ce qu'ils en font légitime. Pire, souhaitable, c'est ce qu'a clairement exprimé Andrew Tate en clamant d'un air triomphal « The patriarch is back !» à l'annonce de la victoire électorale de Trump. Et avec lui, des millions d'hommes célébraient le retour en force du patriarcat, littéralement le pouvoir des pères à la tête de l'État, comme répondant d'une seule voix au modèle de gouvernement préconisé par Jean Bodin, lequel Jean Bodin m'a été présenté pendant mes études comme un grand théoricien de l'État, sans que ne soit jamais mentionné qu'il avait pour hobby le féminicide de masse. L'histoire de Péronne, Jeanne et de toutes nos sœurs qui ont connu le même sort nous hante, depuis les placards de nos foyers jusque dans le bureau des états-majors. Cette histoire fait la loi de part et d'autre de la frontière publique-privée, et c'est dans la famille que nous apprenons les règles du jeu et du tu, du non-dit, du secret, et s'il le faut, du mensonge. Tout est bon dans le cachot. Mes recherches suggèrent l'existence d'un lien entre l'adhésion aux théories de QAnon et le fait d'avoir subi des violences sexuelles au cours de l'enfance, tout particulièrement chez les femmes. Parce que d'une certaine manière, ce mensonge a quelque chose de rassurant. Les serviteurs du mal forment certes un puissant réseau souterrain, mais il ne s'agit que d'un petit noyau d'individus facile à identifier dès lors qu'on a craqué le code. Il suffirait de les débusquer dans leurs repères pour en finir avec cet enfer.
La vérité est autrement plus terrifiante, infiniment plus douloureuse. Elle est pourtant nécessaire. La vérité, c'est que souvent, le diable s'habille en papa, ou en ami, en amant, en abbé, en allié. L'affirmation de George Orwell selon laquelle, en ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire n'a malheureusement rien perdu de son actualité. Et Henri David Thoreau de lui répondre en écho, il faut 2 personnes pour dire la vérité, une pour la dire et l'autre pour l'entendre. Mais il ne suffit pas de l'entendre, il nous faut être prêts et prêtes à la défendre. Comme Wonder Woman avec son lasso de vérité. Avec nos mots, nos actes, nos corps, en cœur, nous pouvons former le lasso qui permettra à la vérité de se hisser hors du puits où elle croupit depuis bien trop longtemps. En la sortant de là, nous nous donnons une chance de vivre enfin une véritable renaissance.